En 2019, au plus fort du mouvement #MeToo, les organisateurs du Festival de Cannes annonçaient décerner une palme d'or d'honneur à un homme dont le visage avait incarné l'excellence française pendant plus de 60 ans. Pour le profane, il s'agissait d'un couronnement de routine pour une légende vivante. Pour la critique, c'était une déclaration de guerre. En quelques jours, plus de 26 personnes signèrent une pétition exigeant que le festival retire cette distinction. Ils ne voyaient pas le dieu du cinéma, mais un homme accusé d'une profonde déchéance morale, des antécédents de violences conjugales, présumés des prises de position politiques controversées et un passé mêlé au bas-fond parisien. C'est le paradoxe saisissant d'Alain Delon. Il avait un visage d'ange et une âme de délinquant. Il était Tom Ripley avant même que le nom ne soit connu du monde entier. Un homme qui a réussi à faire en sorte que la planète entière prenne parti pour un tueur de sang-froid, simplement parce qu'il était plus élégant en costume que n'importe quel héros. À 88 ans, alors qu'il se retirait dans le silence retranché de sa propriété suisse, le monde se retrouvait confronté à une question glaçante. Peut-on vraiment dissocier le chef-d'œuvre du monstre qui l'a créé? Alain Delon n'est pas né dans le cocon douillet de l'élite parisienne. Il a été forgé dans la banlieue froide et poussiéreuse de Sceaux, né en 1935 de parents qui ont divorcé alors qu'il n'avait que 4 ans. Ballotté de familles d'accueil en pensionnat catholique comme un fardeau, il n'était pas seulement un enfant turbulent, il est devenu un délinquant juvénile typique, se faisant systématiquement renvoyer de tous les établissements qui tentaient de le prendre en charge. À 14 ans, il avait complètement abandonné l'école pour travailler dans la boucherie de son beau-père, découpant la viande dans un tablier ensanglanté, tandis que ses camarades étudiaient la philosophie. Mais la boucherie ne suffisait pas à apaiser le garçon tourmenté qui grondait en lui. À 17 ans, il mentit sur son âge et s'engagea dans la Marine nationale française débarquant à Saïgon en plein cœur de la guerre d'Indochine. Il n'en revint pas en héros décoré, il revint un homme qui avait passé la majeure partie de son service militaire au cachot pour raisons disciplinaires. Lorsqu'il foula à nouveau le sol parisien en 1956, il était sans le sou, sans qualification et renvoyé de l'armée pour inconduite. Il vivait de hot dogs bon marché, partageait un logement avec d'anciens camarades et enchaînait les petits boulots que les livres d'histoire préfèrent taire. C'était un délinquant en quête d'un sens à sa vie. Il n'agissait pas comme un rebelle, il l'était. La célébrité le rattrapa par un pur hasard. En 1957, des amis acteurs l'invitèrent au Festival de Cannes, non pas comme acteur, mais comme objet de désir. Il avait 21 ans, des traits symétriques, une chevelure luxuriante et des yeux d'un bleu si intense qu'il semblait percer des lasers. Il fut repéré par Henry Wilson, le célèbre découvreur de talents hollywoodien, qui avait lancé des idoles comme Rock Hudson et Tab Hunter. Wilson travaillait pour le légendaire David O. Selznick et proposa aussitôt à Delon un contrat en or de 7 ans à Hollywood à condition qu'il apprenne l'anglais. À la surprise générale, Delon renonça au rêve américain. Il choisit de rester en France apparemment parce qu'un réalisateur nommé Yves Allégret lui avait dit qu'il serait une star dans son pays plutôt qu'un simple pion à Hollywood. Allégret lui offrit un rôle dans le film de 1957, Envoyez une femme quand le diable échoue, où il incarnait un jeune voyou. Delon admit plus tard n'avoir accepté ce rôle que pour faire plaisir au réalisateur. Il ne connaissait rien au métier d'acteur, mais il savait tout de la vie de délinquant. Ce fut le début d'une ascension fulgurante qui allait défier toutes les lois du cinéma. En 1959, il était déjà une idole des jeunes, mais il était las de n'être qu'un joli minois. Lorsque René Clément préparait Plein Soleil, adaptation du roman de Patricia Highsmith, le talentueux M. Ripley, les producteurs recherchaient une vedette confirmée et sûre pour le rôle principal. Ils proposèrent à Delon le second rôle, celui du riche et arrogant.
Philip Greenleaf, victime de son orgueil. Delon entra dans le salon du réalisateur et lui lança un ultimatum glacial « Je serai Ripley ou je ne serai rien ». Un silence de mort s'installa. Les producteurs étaient médecins, mais la femme du réalisateur murmura du coin de la pièce que le garçon avait raison. Elle avait compris ce que les dirigeants ne voyaient pas. La beauté de Delon était le masque parfait d'un psychopathe. Plein Soleil fit de Delon une icône mondiale. Son interprétation de Tom Ripley était un portrait glaçant d'un homme prêt à tuer pour un mode de vie qui n'était pas le sien. La promotion du film fétichisa son corps, son image torse nous s'affichant sur toutes les affiches en Europe. Il n'était pas seulement une star, il était un produit commercial. Il n'a pas seulement incarné un personnage, il est devenu le modèle de l'anti-héros moderne. L'année 1960 prouva qu'il n'était pas qu'un amateur chanceux. Après le sinistre Ripley, il incarna un ange à l'allure de saint dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Le contraste était saisissant. En une seule année, il avait interprété le diable et le martyr, et il avait su les maîtriser tous deux. Il passa la décennie suivante à travailler avec les plus grands auteurs de l'époque, Antonioni Melville Vernouille. Il devint l'acteur le mieux payé de France. Ayant le pouvoir de choisir ses réalisateurs et ses scénarios, il redéfinit la masculinité dans le monde d'après-guerre. Avant Delon, les premiers rôles masculins français étaient massifs et imposants comme Jean Gabin. Delon était mince, le visage fin, et se déplaçait avec une grâce naturelle et une élégance presque prédatrice. Les femmes le désiraient et les hommes dépensaient des fortunes pour lui ressembler. Il était l'équivalent masculin d'Audrey Hepburn, impeccablement vêtu, intemporel et d'un charme naturel. Aujourd'hui encore, 90% des revenus de sa marque de mode proviennent des marchés asiatiques comme le Japon et Singapour, où ses fans vénèrent son image comme une religion. Il n'a pas seulement influencé la mode, il est devenu la mode. Mais, tandis que l'illusion dorée de sa carrière se consolidait, la chute se préparait déjà dans l'ombre. Le 1er octobre 1968, le corps en décomposition d'un jeune Yougoslave nommé Stevan Marković fut découvert dans une décharge publique à l'ouest de Paris. Marković avait été le secrétaire particulier et garde du corps occasionnel de Delon. L'enquête dégénéra en « affaire Marković », le scandale politico-criminel le plus retentissant de l'histoire moderne de France. Le corps était ligoté les mains et les pieds liés et présentait une balle logée à l'arrière du crâne. Une lettre du frère de la victime refit surface contenant un avertissement terrifiant. « Si je meurs, ce sera entièrement la faute d'Alain Delon et de son parrain François Marcantoni. » L'enquête leva le voile sur un monde de paris à haut risque, de liens avec le crime organisé et d'orgies mondaines se déroulant dans la résidence privée de Delon. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Marković aurait fait chanter l'élite française, notamment le futur président Georges Pompidou, avec des photos compromettantes prises lors de ses soirées. Delon fut interrogé pendant 48 heures d'affilée. Il resta imperturbable. Interrogé par la BBC sur ses amitiés avec des gangsters, il ne broncha pas. « Je pense que c'est un privilège de choisir mes amis et d'être choisi par eux, » répondit-il. Peu importe qu'ils soient gangsters, prêtres ou moines. À la question de savoir s'il avait des penchants homosexuels, une question destinée à mettre fin à sa carrière de sex symbole, il lança une réplique cinglante qui fit taire l'assistance. « Si j'aime ma chèvre, je fais l'amour avec ma chèvre. La seule chose qui compte, c'est l'amour. » Il n'avait peur ni de la loi ni de la vérité. Il sut tirer parti de sa notoriété sulfureuse enchaînant les rôles de gangster dans des films comme Le Cercle Rouge et Borsalino. Il avait compris que le public ne voulait pas de lui un homme bon, mais un homme dangereux. Il ne se cacha pas du scandale. Il en fit un argument de vente. À la fin des années 1970, la carrière de Delon commença à décliner. Désormais quinquagénaire, il devint son propre pire ennemi.
Il créa sa propre société de production et entama un lent et obstiné retrait du cinéma de son époque. Il cessa de travailler avec les jeunes réalisateurs et se cantonna au rôle de vedette solitaire dans des thrillers formatés, incarnant souvent le même tueur ténébreux à maintes reprises. Il se coupa du monde et le public commença à se détourner de lui. Il remporta un César en 1985 pour notre histoire, mais l'impact de ses premiers films s'estompait peu à peu. Il s'installa en Suisse, obtint la nationalité suisse et s'entoura de ses chiens, déclarant avec humour qu'il préférait la compagnie des animaux à celle des humains. La Palme d'Or d'honneur en 2019 devait être son dernier triomphe, mais elle s'est transformée en un procès pour son héritage. Les accusations de son plus jeune fils Alain Fabien, selon lesquelles son père avait un tempérament violent et avait un jour cassé les côtes de sa mère, ont ajouté une dimension d'horreur familiale à son image publique. Delon a porté plainte pour diffamation, mais l'image du beau tueur était désormais indissociable de la réalité. Victime d'un AVC en 2019, l'homme qui avait jadis le monde à ses pieds s'est retrouvé prisonnier d'un corps qui le trahissait. Il a parlé ouvertement de son désir de mourir à sa façon, se remémorant une carrière riche de 80 films et de 1000 regrets. Il était un homme qui a vécu assez longtemps pour voir sa beauté devenir un fardeau. L'héritage d'Alain Delon est une leçon magistrale sur le paradoxe fondamental. Il a offert au monde certains des moments les plus parfaits et euphoriques de l'histoire du cinéma, tout en laissant derrière lui un sillage de ravages psychologiques et physiques. C'était un homme qui a échappé à la boucherie, mais qui a gardé le couteau. C'était une superstar qui n'a jamais vraiment percé en Amérique, car il refusait d'être manipulé ou aseptisé. C'était un patriote qui soutenait l'extrême droite, tout en jouant dans des films dénonçant les horreurs de l'antisémitisme. C'était un homme aux 1000 contradictions unifiées par un regard bleu qui n'a jamais laissé transparaître la moindre peur. Repensez à la première fois que vous l'avez vu à l'écran, son imperméable dans Le Samouraï, son regard sur l'océan dans La Piscine. Y avez-vous vu un héros ou l'ombre du délinquant de la boucherie? Quel personnage d'Alain Delon vous a le plus marqué? L'ambitieux, Ripley, le tragique Rocco ou le tueur silencieux, Jeff Costello. Exprimez-vous dans les commentaires et dites-nous si vous pensez que l'art peut vraiment être dissocié de l'homme. Car chez Alain Delon, l'homme était l'art, et l'art était un avertissement. Si cette plongée au cœur de l'acteur le plus sulfureux du cinéma français vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres biographies sans phare des icônes que vous pensiez connaître. À bientôt. Pour saisir toute la profondeur de l'influence de Delon, il faut s'intéresser aux détails les plus infimes qui la caractérisent. Prenons l'exemple de la campagne Dior de 2009 pour le parfum Eau sauvage. Au lieu d'un jeune mannequin moderne, ils ont utilisé des images de Delon, alors âgé de 30 ans datant de 1969. Ils avaient compris que personne au 21e siècle ne pouvait rivaliser avec l'énergie brute et masculine qu'il dégageait 50 ans plus tôt. C'est le pouvoir de la nostalgie à son comble. Il n'était pas qu'un simple acteur, il était une véritable icône qui a hanté le monde de la mode pendant des décennies. En Asie de l'Est, sa marque est un géant. Des hommes d'affaires japonais qui n'ont jamais vu ses films au cinéma portant encore ses costumes et utilisent son parfum car il incarne un statut social qui transcende les barrières linguistiques. Il est l'incarnation même du cinéma publicitaire. Même sa façon de gérer ses rivalités était une mise en scène. Lorsqu'il s'associa à Jean-Paul Belmondo pour Borsalino, les deux plus grandes stars françaises se livrèrent à une bataille juridique acharnée pour savoir qui aurait le droit de figurer en premier sur l'affiche. Un affrontement de titans dont les médias se délectèrent pendant des mois. Delon avait compris qu'à Hollywood comme à Paris, l'ego d'une star est son atout le plus précieux. Il protégeait son image avec la même violence qu'il avait déployée contre le gang Val d'Or dans sa jeunesse.
Il ne voulait pas seulement être célèbre, il voulait être incontournable, il voulait être l'homme irremplaçable. Mais la vérité la plus bouleversante de sa vie fut sa relation avec ses enfants. Il eut 3 enfants légitimes et un fils, Harry Boulogne, qu'il refusa obstinément de reconnaître pendant 50 ans malgré la ressemblance frappante entre le garçon et lui. Harry était le fruit d'une brève liaison avec la chanteuse Nico et fut même élevé par la propre mère de Delon. Pourtant, Alain Delon ne faiblit jamais dans son déni. Cette froideur reflétait ses rôles les plus célèbres. Il était un homme capable de susciter l'amour de millions de personnes, mais incapable d'aimer son propre enfant. C'est la blessure profonde qui ne se referma jamais. L'enfant rejeté par ses parents devint un homme qui rejeta son propre enfant. Avec l'âge, il devint une figure emblématique d'une époque révolue. Il déclara un jour « J'étais une star avant d'être un acteur. » Ce fut un moment de lucidité absolue. Il savait que son visage était son destin. Il savait que le monde ne voulait pas qu'il soit un érudit ou un saint. Il voulait qu'il soit l'homme qu'il reflétait dans le miroir. Il passa ses dernières années dans une sorte de paix crépusculaire qui ressemblait davantage à un siège entouré de gardes et d'avocats, attendant le générique de fin. Sa mort en août 2024 ne fit pas que faire les gros titres. Elle marqua la fin d'un certain cinéma, celui du beau tueur. Que pensez-vous d'un homme capable de tenir un théâtre entre ses mains tout en dissimulant une telle noirceur au fond de son cœur? Est-il l'incarnation même de l'illusion dorée d'Hollywood ou simplement un être humain à qui l'on n'a jamais appris la bonté? L'univers d'Alain Delon est un monde d'ombre, et plus on creuse, plus il devient glacial. Laissez un commentaire ci-dessous et parlons de cet homme qui a déjoué le diable mais n'a pu échapper à lui-même. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui croient encore que la célébrité n'est qu'un conte de fées. Pour saisir pleinement le paradoxe fondamental de Delon, il faut observer son regard durant le tournage du Guépard. Dans le rôle du prince Tancredi, il prononce la phrase la plus célèbre de la littérature italienne « Pour que les choses restent les mêmes, il faut que tout change ». Delon a incarné cette phrase. Il a changé de nom de profession et de morale, mais l'essence même du jeune délinquant est restée inchangée. Il était un homme qui restait toujours à l'écart, même lorsqu'il régnait sur la culture française. Il était le samouraï du cinéma solitaire discipliné et finalement voué à une fin tragique. L'inconstant. Arrière-goût de son histoire est une amère prise de conscience pour ceux qui croient au pouvoir rédempteur de la célébrité. Delon n'a pas trouvé la paix dans les applaudissements, il a trouvé la solitude. Il a prouvé qu'on peut être l'homme le plus beau du monde et pourtant le plus seul. Son histoire est un avertissement pour tous les jeunes acteurs qui pensent que la caméra peut les sauver. La caméra ne vous sauve pas, elle ne fait qu'enregistrer votre disparition. Alain Delon s'est évanoui dans sa propre légende, et lorsqu'il a finalement quitté la scène, le silence qu'il a laissé derrière lui était plus assourdissant que tous ses films. Rejoignez-nous pour explorer la vie méconnue des personnalités qui ont façonné notre monde. Nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous mettons au jour la vérité. Abonnez-vous, activez les notifications et activez la cloche. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Restez cool, mais restez authentique.